Le 6 juin 1944, à 6h30, Gefreiter Heinrich Severl était accroupi à l'intérieur d'un bunker en béton, surplombant une étendue de sable que les Américains appelleraient bientôt Omaha Beach. Il avait 20 ans, un fils de ferme de Basse-Saxe, qui n'avait jamais tiré sur un autre être humain. Dans les 9 heures suivantes, cela allait changer d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Le bunker était désigné Widerstands Nest 62, VN 62, l'une des 15 positions fortifiées le long de ce secteur du mur de l'Atlantique. Severl y avait été affecté 3 mois plus tôt. Il avait aidé à creuser des tranchées, tendre des barbelés et positionner les mitrailleuses qui pointaient désormais vers la Manche. Il connaissait chaque mètre de la plage en contrebas. Il savait exactement où tombait la ligne de marée, où le sable cédait la place à la roche, où les hommes tentant de traverser seraient obligés de se regrouper dans les zones de tir que ses officiers avaient soigneusement calculées. À travers la brume matinale, Severl regarda l'horizon se remplir de navires, des centaines, puis des milliers. On lui avait dit que le mur de l'Atlantique était imprenable. On lui avait dit que les Américains étaient mous, indisciplinés, non préparés à la vraie guerre. On lui avait dit beaucoup de choses. Son commandant, le lieutenant Bernard Frère King, lui avait dit la veille que si le débarquement venait, il devait l'arrêter sur la plage. Pas dans les haies, pas dans les villages, sur la plage. Le Feldmarschall Rommel, lui-même, avait dit que les premières 24 heures seraient décisives. Si l'ennemi prenait pied, l'Allemagne perdrait la guerre. Rien de tout cela ne le prépara à ce qui allait suivre. Ce que Heinrich Severl vit ce matin-là et ce qu'il passerait le reste de sa vie à essayer de comprendre fut le début d'un profond changement dans la façon dont les soldats allemands percevaient leur ennemi américain. Un changement qui transformerait le mépris en confusion. La confusion en un respect à contre-cœur et ce respect en quelque chose approchant la peur. Ce n'est pas une histoire sur les batailles, c'est une histoire sur la perception, sur la façon dont toute une armée de soldats professionnels fut forcée de reconsidérer tout ce qu'elle croyait savoir sur les hommes qu'elle combattait. Et cela ne commence pas sur les plages de Normandie, mais dans les déserts brûlants d'Afrique du Nord, 18 mois plus tôt. En février 1943, les soldats de l'Afrika Korps avaient toutes les raisons d'être confiants. C'étaient des vétérans. Ils avaient passé 2 ans à combattre les Britanniques à travers la Libye et l'Égypte. Ils avaient été commandés par Erwin Rommel, en personne, le renard du désert. Ils savaient comment gagner. Ces hommes avaient survécu à la fournaise de la guerre du désert. Ils avaient appris à se battre dans des tempêtes de sable qui réduisaient la visibilité à néant. Ils avaient maîtrisé l'art du combat de chars à travers de vastes espaces ouverts où une seule erreur tactique signifiait la mort. Ils avaient affronté les forces du Commonwealth britannique à Tobruk et à El Alamein. Ils s'étaient approchés à moins de 100 kilomètres du canal de Suez. Ils se considéraient, avec une justification considérable, parmi les meilleurs soldats du monde. Quand la nouvelle arriva que des troupes américaines avaient débarqué au Maroc et en Algérie dans le cadre de l'opération Torche, en novembre 1942, la réaction parmi les soldats allemands alla de l'amusement au mépris total. Un Gefreiter de la 15e Panzerdivision écrivit à la mi-février 1943 une évaluation typique. « Nous avons combattu l'ami il y a quelques jours. Utilisant l'argot allemand pour les Américains, et détruit plus de 90 de leurs chars. Nous allons les envoyer, lui et toute sa racaille, en pâture. » Cette attitude n'était pas simplement de l'arrogance née de la victoire, elle était enracinée dans des croyances profondément ancrées sur la société américaine elle-même. La propagande allemande avait passé des années à dépeindre les États-Unis comme une nation décadente, obsédée par l'argent, affaiblie par le métissage racial, incapable de produire de vrais soldats. L'opinion dominante dans la Wehrmacht était que les Américains étaient des amateurs jouant à la guerre, tandis que les professionnels allemands faisaient le vrai combat. La bataille du col de Kasserine en février 1943 sembla confirmer tout ce que les Allemands croyaient. Les forces de Rommel déchirèrent les unités américaines inexpérimentées, infligeant plus de 6000 pertes, dont environ 300 tués, 3000 blessés et 3000 capturés. Des chars américains brûlaient dans les collines tunisiennes. L'infanterie américaine fuyait en désordre. Les commandants américains perdaient le contrôle de leurs unités. Les problèmes dans la force américaine étaient réels et nombreux.
Les unités étaient dispersées sur de larges fronts sans coordination adéquate. Les communications tombaient en panne à plusieurs reprises. Certains remplaçants étaient arrivés au front seulement quelques jours avant la bataille, beaucoup n'ayant jamais terminé leur formation de base. Un régiment reçut son premier lot de bazookas le 12 février et dut apprendre à les utiliser contre des blindés allemands 2 jours plus tard. Le major général Lloyd Fredendall, commandant le 2e corps américain, avait positionné ses forces d'une manière qui invitait au désastre. Les unités étaient dispersées sur un front de 50 km. Les groupes de combat étaient fragmentés et incapables de se soutenir mutuellement. Quand l'attaque allemande arriva, les formations américaines furent défaites en détail, un morceau à la fois. Les équipages de chars allemands parlèrent des combats tunisiens avec une certaine joie. Après des années à affronter les Britanniques méthodiques et bien ravitaillés, ils trouvèrent les unités américaines désorganisées et facilement paniquées. Les Panzers traversèrent des positions américaines qui auraient dû tenir. L'infanterie se dispersa sous la pression allemande. Les officiers perdirent le contact avec leurs hommes. Rommel lui-même partagea initialement le point de vue dédaigneux de ses troupes. Il avait étudié les positions américaines, noté le déploiement dispersé de leurs forces et identifié ce qu'il appela des faiblesses fondamentales dans leur pensée tactique. Les Américains, croyait-il, étaient à des années de devenir des soldats compétents. Mais quelque chose se produisit durant ces 5 jours à Kasserine que Rommel n'attendait pas. Quelque chose qui planta la première graine de doute dans les esprits allemands concernant leur évaluation de la capacité de combat américaine. Le 4e jour de la bataille, la résistance américaine se raidit. Les tirs d'artillerie, qui avaient été sporadiques et mal coordonnés au début, devinrent soudainement d'une précision dévastatrice. Les unités d'infanterie qui s'étaient brisées lors de l'assaut initial se reformèrent et contre-attaquèrent. La retraite, que Rommel s'attendait à voir devenir une déroute, se transforma plutôt en un repli organisé et combatif. Le 22 février, Rommel prit une décision qui surprit son propre état-major. Il ordonna un retrait, non pas parce qu'il avait été vaincu, mais parce que les Américains ne se comportaient plus comme l'ennemi battu qu'il avait anticipé. Dans ses papiers personnels, Rommel nota plus tard son évaluation révisée. La conduite tactique de la défense ennemie fut de première classe. Il s'était très rapidement remis du premier choc et avait bientôt réussi à endiguer notre avance. Cette phrase « très rapidement remis » deviendrait un thème récurrent dans les évaluations allemandes des forces américaines pour le reste de la guerre. Les Allemands s'attendaient à ce que les Américains s'effondrent. À la place, ils plièrent, puis revinrent. Ce que Rommel et ses officiers ne pouvaient pas voir, c'était la machine du changement déjà en marche derrière les lignes américaines. Dans les semaines qui suivirent Kasserine, les têtes tombèrent. Le général Fredendall fut relevé de son commandement et remplacé par George S. Patton, un chef d'un type radicalement différent. Omar Bradley arriva comme commandant adjoint du corps. Toute la structure de commandement fut réorganisée. Plus important encore, l'armée américaine apprit. Les officiers qui avaient été témoins du désastre analysèrent ce qui avait mal tourné et mirent en œuvre des corrections. Les unités qui avaient été dispersées furent consolidées. Les programmes d'entraînement furent intensifiés. Les procédures de communication furent révisées. La coordination de l'artillerie, qui avait été sporadique au mieux, devint une priorité. La vitesse de cette adaptation choqua les commandants allemands qui s'attendaient à ce que les Américains aient besoin de mois ou d'années pour digérer leurs leçons. À la place, des améliorations furent visibles en quelques semaines. À la bataille d'El-Guettar fin mars 1943, seulement 5 semaines après Kasserine, les forces américaines firent face à une autre attaque allemande. Cette fois, elles tinrent bon. L'artillerie américaine pulvérisa les colonnes de blindés allemands. L'infanterie tint ses positions. Les Allemands se replièrent, n'ayant rien accompli. Ce schéma d'apprentissage rapide définirait l'expérience militaire américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Contrairement aux armées construites sur de longues traditions et des doctrines rigides, les Américains se montrèrent prêts à rejeter les méthodes qui ne fonctionnaient pas et à en adopter de nouvelles qui fonctionnaient. Ils apprirent des Britanniques, ils apprirent des Allemands, mais surtout, ils apprirent de leurs propres erreurs, et ils apprirent vite.
L'armée allemande en Tunisie fut finalement prise en tenaille entre les forces américaines avançant de l'ouest et les forces britanniques pressant de l'est. Le 13 mai 1943, les restes de l'Africa Corps se rendirent avec plus de 260 000 soldats de l'Axe. Ce fut une catastrophe pour l'Allemagne, la seconde après Stalingrad. Et parmi ceux capturés se trouvaient beaucoup des vétérans qui avaient raillé les soldats américains seulement 3 mois plus tôt. Mais les implications complètes de ce que cela signifiait ne devinrent claires qu'à l'été 1944, avec la Normandie, lorsque des hommes comme Heinrich Severl virent de leurs propres yeux ce que la puissance industrielle américaine et la détermination américaine pouvaient réellement accomplir. Le matin du 6 juin 1944 changea tout ce que le soldat allemand pensait savoir sur le combat contre les Américains. Severl était positionné dans le Widerstandsnest 62, un nid de résistance fortifié surplombant ce que les Alliés avaient désigné comme Omaha Beach. Il servait une mitrailleuse MG-42 avec un champ de tir dégagé sur plusieurs centaines de mètres de sable découvert. En contrebas, les premières vagues d'infanterie américaine devraient traverser ce terrain de mise à mort sous ses feux. Quand les péniches de débarquement apparurent à travers la brume matinale, Severl commença à tirer et il ne s'arrêta pas pendant des heures. L'arme dans ses mains était une MG-42, l'une des mitrailleuses les plus efficaces de la guerre. Elle tirait à une cadence de 1200 coups par minute, si vite que les tirs individuels se fondaient en un rugissement continu. En dessous de lui, les soldats américains devaient traverser plusieurs centaines de mètres de sable exposés à ce feu. Il n'y avait aucun abri, aucune couverture, juste du sable, de l'eau et la mort lente d'hommes qui n'avaient nulle part où se cacher. Severl estima plus tard qu'il avait tiré plus de 12 000 cartouches ce matin-là. Il passa plusieurs canons car il surchauffait. Il tira jusqu'à ce que ses mains soient couvertes d'ampoules et que ses oreilles sifflent, et que l'odeur de propergol brûlé remplisse le bunker. Il tira jusqu'à ce qu'il manque de munitions pour sa mitrailleuse et qu'il passe à un fusil. Il tira jusqu'à ce que les Américains percent enfin les défenses et qu'ils soient forcés de se replier. Ce qui arriva sur cette plage a été décrit dans d'innombrables histoires, mais la perspective allemande révèle quelque chose de différent des récits américains d'héroïsme et de sacrifice. Depuis derrière sa mitrailleuse, Severl regarda vague après vague de soldats américains tombés. Il les regarda s'entasser à la ligne de flottaison. Il regarda la marée monter et déplacer les corps. Et il regarda autre chose. Il les regarda continuer à avancer. C'était le détail que les soldats allemands, à travers la Normandie, rapportèrent avec un mélange d'incrédulité et d'horreur. Les Américains ne s'arrêtaient pas. Des péniches de débarquement étaient détruites, et d'autres apparaissaient. Des hommes étaient fauchés sur le sable, et d'autres couraient en avant pour prendre leur place. Des unités entières étaient anéanties, et des unités fraîches débarquaient pour continuer l'assaut. Un opérateur radio allemand assigné à un bunker près de la position de Severl décrivit plus tard ce qu'il vécut ce matin-là. Dans la nuit du 6 juin, aucun de nous ne s'attendait plus au débarquement. Il y avait un vent fort, une couverture nuageuse épaisse. Mais ensuite, dans la nuit, l'air était plein d'innombrables avions. Nous pensions, qu'est-ce qu'ils détruisent cette nuit? Mais ensuite, ça a commencé. Un message suivait l'autre. Des parachutistes atterrissent ici, des planeurs là. Enfin, des péniches de débarquement approchent. Au matin, une immense force navale fut aperçue. Ce fut le dernier rapport que les postes d'observation avancés purent envoyer avant d'être submergés. Et ce fut le dernier rapport qu'ils reçurent sur la situation. Il n'était plus possible de se faire une idée de ce qui se passait. Les communications radio étaient brouillées, les câbles coupés, les officiers perdaient complètement la maîtrise de la situation. Quand ce soldat fut finalement capturé et vit l'ampleur de ce que les Alliés avaient rassemblé, sa réaction résuma ce que beaucoup d'Allemands ressentirent. Au début, j'étais plutôt déprimé, bien sûr. Moi, un vieux soldat, prisonnier de guerre après quelques heures de l'invasion. Mais quand je vis le matériel derrière le front ennemi, je ne pus que dire « Mon vieux, comme tu as eu de la chance ». Un officier allemand de la 352e division d'infanterie défendant le secteur à côté de la position de Severl décrivit plus tard l'impact psychologique. On nous avait dit que les Américains étaient de mauvais soldats. On nous avait dit qu'ils ne se battraient pas, mais ils traversèrent cette plage vers nos canons. Ils continuaient d'avancer. Nous les tuions, et ils continuaient d'avancer.
Aucun soldat ayant vécu cela ne pouvait maintenir du mépris pour un tel ennemi. L'échelle physique du débarquement aggrava le choc psychologique. Les défenseurs allemands regardèrent la Manche et voyaient une armada qui défiait la compréhension. Un soldat allemand capturé, défilant devant des dépôts de ravitaillement établis sur la plage quelques heures seulement après le débarquement, aurait fait une observation devenue célèbre parmi les officiers de logistique. « Je sais comment vous nous avez vaincus. Vous avez empilé les fournitures, puis vous les avez laissées tomber sur nous. » Il avait plus raison qu'il ne le savait. La guerre en Europe était ce que les Allemands appelaient un Materialschlacht, une bataille de matériel, et les Américains menèrent cette bataille à une échelle que les Allemands pouvaient à peine imaginer. En 48 heures, après les premiers débarquements, plus de 130 000 hommes avaient débarqué. En une semaine, plus de 300 000. Les Alliés avaient construit des ports artificiels à partir de composants préfabriqués, transportés à travers la Manche. Ils avaient créé un port là où aucun port n'existait. Des officiers allemands qui avaient étudié l'impossibilité de ravitailler une force d'invasion sur des plages ouvertes regardaient maintenant l'impossible se produire devant eux. Ces ports artificiels, nommés Mulberry, étaient des merveilles d'ingénierie. Les Alliés avaient coulé de vieux navires pour créer des brise-lames. Ils avaient flotté d'énormes caissons en béton à travers la Manche. Ils avaient assemblé des pontons flottants et des quais qui pouvaient monter et descendre avec les marées. Un nouveau port apparut sur la côte française en l'espace de quelques jours. Les officiers allemands qui avaient combattu de la France à l'Afrique du Nord et à la Russie, qui avaient entendu parler des impossibilités logistiques qui avaient condamné l'opération Seelöwe, regardèrent cela et comprirent qu'ils combattaient quelque chose d'inédit. Contre quoi se battent-ils? Comment peuvent-ils gagner? Il n'y avait pas plus moyen d'arrêter l'avance alliée que d'arrêter le temps qu'il fait. Ce qui arrivait n'était pas une armée, mais une force de la nature. Il n'y avait pas de port pour se battre. Alors, les Alliés en fabriquèrent un avec du sable et de l'acier. La comparaison avec la logistique allemande était frappante. La Wehrmacht était encore fortement dépendante des chevaux pour le transport. Son parc automobile était un bric-à-brac de véhicules allemands, italiens, français capturés et britanniques capturés, chacun nécessitant des pièces détachées différentes qui étaient chroniquement indisponibles. Les soldats allemands souffraient souvent de la faim, tandis que les Américains semblaient avoir de la nourriture, des munitions, du carburant et de l'équipement en quantité illimitée. Prendre un dépôt de ravitaillement américain était comme trouver une mine d'or. Les soldats allemands qui capturèrent des positions américaines furent stupéfaits par l'abondance. Tout ce dont un combattant avait besoin était organisé et en attente. Des rations incluant du chocolat et des cigarettes, des fournitures médicales, des pièces détachées, du carburant. Le contraste avec la pénurie allemande était démoralisant. L'expérience allemande en Normandie força une réévaluation fondamentale de la capacité militaire américaine. Mais ce n'était pas seulement le matériel qui impressionnait les soldats allemands. C'était la façon dont les Américains se battaient une fois sortis de ces plages. Dans le paysage de haies de Normandie, les tactiques de l'infanterie américaine évoluèrent à une vitesse qui alarmait les commandants allemands. Les unités qui avaient mal performé les premiers jours adaptèrent leur méthode en quelques semaines. Elles développèrent de nouvelles techniques pour nettoyer les haies denses de bocage. Elles intégrèrent les chars, l'infanterie et les ingénieurs en équipe interarmes combinées. Elles apprirent à appeler des tirs d'artillerie et un appui aérien dévastateur avec une coordination remarquable. Le bocage était un terrain idéal pour la défense. D'anciennes haies, vieilles de siècles, divisaient la campagne normande en milliers de petits champs. Chaque haie couronnait un talus de terre assez épais pour arrêter un char. La végétation était assez dense pour cacher des positions de mitrailleuses. Chaque champ était un terrain de mise à mort potentielle. Les forces allemandes utilisèrent ce terrain avec expertise. Elles s'étaient retranchées, avaient établi des champs de tir croisés et s'étaient préparées à faire saigner les Américains pour chaque mètre de terrain. Dans les premiers jours suivant les débarquements, cette stratégie fonctionna. Les unités américaines subirent de lourdes pertes en essayant de percer à travers les haies en utilisant des tactiques conçues pour des terrains plus ouverts. Mais ensuite, les Américains s'adaptèrent. Quelqu'un, l'origine exacte est disputée, eut l'idée de souder des dents d'acier sur l'avant des chars Sherman.
Ces dents, fabriquées à partir d'obstacles de plage allemands, permettaient aux chars de traverser les talus des haies plutôt que de les escalader, ce qui exposait leurs dessous vulnérables aux armes anti-chars allemandes. En quelques semaines, des milliers de chars américains furent modifiés. Les tactiques d'infanterie évoluèrent parallèlement à l'équipement. Les chefs de petites unités développèrent des techniques pour des assauts coordonnés sur les positions de haies. Les observateurs avancés d'artillerie perfectionnèrent des méthodes pour appeler des tirs précis sur les positions allemandes camouflées. Les ingénieurs firent exploser des brèches pour les blinder. L'appui aérien apprit à opérer plus près des troupes amies sans causer de pertes fratricides. Les Allemands observèrent cette évolution avec alarme. Ils étaient habitués à combattre des ennemis qui mettaient des mois à ajuster leurs méthodes. Les Britanniques, en particulier, avaient été lents à changer. Les Américains changeaient en quelques jours. Les idées remontaient des simples soldats et sergents vers les colonels et généraux. Les solutions qui fonctionnaient étaient immédiatement partagées à travers les unités. Toute l'armée semblait apprendre comme un organisme unique. Le Feldmarschall Rommel, commandant maintenant la défense de la Normandie, nota cette adaptation avec inquiétude. La supériorité écrasante de l'ennemi en artillerie et encore plus dans les airs a brisé le front. Également en évidence est leur grande supériorité en artillerie et leur approvisionnement en munitions exceptionnellement important. Le système d'artillerie américain était différent de tout ce que les Allemands avaient affronté. Ce n'était pas seulement le nombre de canons, bien que ces nombres fussent formidables. C'était la sophistication de la façon dont ces canons étaient employés. Les centres de direction de tir américains pouvaient coordonner plusieurs batteries pour tirer simultanément sur une cible unique lors de missions dites « time on target ». Tous les obus arrivaient au même moment, ne laissant aucun répit aux soldats ennemis pour se mettre à couvert. Les vétérans allemands parlèrent de l'artillerie américaine avec quelque chose approchant le respect. La précision était stupéfiante, le volume était écrasant et il semblait arriver partout, tout le temps, sans fin. Un officier allemand décrivit être allongé dans une tranchée tandis que des obus américains tombaient pendant des heures, incapables de bouger, incapables de riposter, attendant simplement que le barrage se termine ou qu'un obus le trouve. Les petits avions d'observation Piper Cub que les bataillons d'artillerie américains utilisaient devinrent des symboles de mort imminente. Les soldats allemands apprirent que s'ils voyaient un de ces petits avions tourner au-dessus d'eux, leur position avait été repérée et des tirs d'artillerie étaient imminents. Les Allemands les appelèrent leurs ennemis les plus haïs, plus redoutés que les chars ou l'infanterie. La puissance aérienne aggrava l'avantage de l'artillerie. Les chasseurs bombardiers américains parcouraient les arrières des lignes allemandes, attaquant tout ce qui bougeait. Les convois de camions étaient détruits sur les routes. Les trains étaient mitraillés dans leurs gares. Les soldats individuels apprirent à se figer au son des moteurs d'avion, sachant que tout mouvement pouvait attirer une attaque. Les renforts allemands se déplaçant vers la Normandie devaient voyager de nuit et se cacher le jour. Des unités qui auraient dû atteindre le front en quelques heures prenaient des jours. Le carburant et les munitions qui auraient dû réapprovisionner les troupes de première ligne étaient détruits avant d'arriver. Les Allemands se retrouvèrent à se battre avec une main attachée dans le dos, tandis que les Américains semblaient avoir des ressources illimitées. Mais ce qui changea véritablement les perceptions allemandes, ce n'était pas la puissance de feu américaine, c'était l'agressivité américaine. Les vétérans allemands qui avaient combattu contre les Britanniques, les Français et les Soviétiques rapportèrent quelque chose de distinctif dans le comportement américain au combat. Un ancien soldat de la Wehrmacht interviewé après la guerre le décrivit ainsi. Les Britanniques étaient compétents et professionnels, mais lents. Ils n'attaquaient qu'avec une force absolument écrasante. Les Russes étaient des soldats capables, mais leur tactique était souvent grossière. Les Américains étaient différents. Ce qui frappait le plus les soldats allemands, c'était l'agressivité américaine. S'il y avait une différence entre les Américains et les autres alliés européens, c'était comment ils réagissaient à une attaque. Les autres alliés riposteraient immédiatement et se déplaceraient vers une position plus favorable. Les Américains riposteraient immédiatement, faisaient pleuvoir une punition d'artillerie ou de puissance aérienne sur ce qu'ils combattaient et se déplaçaient pour contre-attaquer dès la fin du bombardement. Les vétérans allemands décrivirent cette combinaison de puissance de feu et de mouvement vers l'avant
comme sans équivalent avec ce qu'ils avaient vécu sur d'autres fronts. Cette agressivité prit les forces allemandes au dépourvu. Elles étaient habituées à des réponses mesurées d'ennemis qui consolidaient leurs gains avant d'avancer à nouveau. Les Américains avançaient immédiatement. Ils acceptaient des pertes qui auraient fait hésiter d'autres armées, et ils continuaient d'attaquer. Les vétérans allemands comparèrent cela à rien de ce qu'ils avaient vécu auparavant. Les Britanniques attaquaient méthodiquement, avec une préparation soigneuse et une force écrasante. Mais ils s'arrêtaient aussi pour se réorganiser après avoir atteint un objectif. Les Soviétiques attaquaient avec de la masse et un mépris des pertes, mais souvent sans sophistication tactique. Les Américains combinaient l'agressivité des Soviétiques avec l'organisation des Britanniques et y ajoutaient leur propre volonté distinctive d'improviser. Les vétérans allemands qui survécurent à la campagne de Normandie décrivirent constamment les tactiques américaines comme implacables. Le rythme ne relâchait jamais. Avant que les défenseurs ne puissent se remettre d'une attaque, une autre les frappait d'une direction différente. Des pertes qui auraient arrêté d'autres forces ne semblaient qu'alimenter la détermination américaine. C'était épuisant rien que d'essayer de survivre face à une telle pression constante. Ce tempo d'opération maintenu jour après jour, semaine après semaine, épuisa les défenseurs allemands. Des unités qui avaient été à effectif plein furent réduites à l'état d'ombre. Des officiers qui avaient survécu à des années de combat furent tués ou blessés. La pression implacable combinée à une puissance de feu écrasante et des approvisionnements sans fin créa des conditions sous lesquelles une défense efficace devint impossible. En même temps, les soldats allemands notèrent une contradiction qui les confondait. Ces mêmes combattants agressifs traitaient les prisonniers et les civils avec une considération qui semblait incompatible avec leur férocité au combat. La propagande allemande avait mis en garde les soldats contre la brutalité des Américains. À la place, les Allemands capturés se retrouvaient souvent avec des cigarettes offertes, du chocolat et des soins médicaux. Le contraste entre l'attente et la réalité laissa beaucoup de prisonniers stupéfaits. On leur avait dit que les Américains seraient cruels et vindicatifs. À la place, ils trouvèrent des captifs qui suivaient la Convention de Genève, fournissaient des soins médicaux et traitaient les prisonniers avec une dignité que beaucoup n'attendaient d'aucun ennemi. Les officiers allemands devenus prisonniers notèrent la relation informelle entre les officiers américains et les hommes du rang. Le manque de hiérarchie rigide les surprit. Les officiers américains mangeaient avec leurs hommes, plaisantaient avec eux et les traitaient en collègues plutôt qu'en subordonnés. Cette informalité, que la culture militaire allemande aurait considérée comme une faiblesse, semblait produire des soldats qui combattaient avec de l'initiative et de la détermination. Cette combinaison de férocité au combat et de traitement humain créa une dissonance cognitive pour les soldats allemands. L'ennemi était à la fois plus agressif au combat et plus civilisé dans la victoire qu'il ne l'avait espéré. L'image de propagande de l'Américain mou et décadent avait percuté la réalité, et la réalité avait gagné. En décembre 1944, les forces allemandes à l'ouest avaient été repoussées jusqu'à leurs propres frontières. Hitler, désespéré d'inverser le courant, rassembla ses dernières réserves pour une offensive finale. L'opération Wacht am Rhein frapperait à travers la forêt des Ardennes, la même route que les forces allemandes avaient utilisée pour vaincre la France en 1940. Le but était de diviser les armées alliées et de capturer le port vital d'Anvers. La bataille des Ardennes deviendrait la plus grande bataille jamais livrée par l'armée américaine, et elle fournirait la preuve ultime de la façon dont les perceptions allemandes des soldats américains avaient complètement changé. L'offensive était le pari personnel de Hitler. Contre l'avis de ses généraux, il avait rassemblé pratiquement toutes les réserves que la Wehrmacht pouvait gratter. 3 armées, plus de 200 000 hommes, près d'1 millier de chars. Le but était audacieux, frapper à travers la même forêt des Ardennes qui avait permis la victoire allemande en 1940, diviser les armées alliées, capturer Anvers, forcer les alliés occidentaux à négocier. Les commandants allemands étaient sceptiques. Les Feldmarschall Gerd von Rundstedt et Walter Model croyaient tous deux que le plan était trop ambitieux étant donné les ressources disponibles. Model aurait dit à ses subordonnés que le plan n'avait pas plus de 10% de chances de succès, mais Hitler ne voulait entendre aucune objection. L'attaque devait avoir lieu.
Le 16 décembre 1944, plus de 200 000 soldats allemands, avec près d'1 millier de chars, lancèrent une attaque surprise contre des positions américaines faiblement étalées sur 140 km des Ardennes. Le timing était délibéré. Hitler avait attendu des conditions météorologiques qui immobiliseraient l'aviation alliée. Un brouillard épais et de la neige couvraient la région, neutralisant la supériorité aérienne qui avait dévasté les forces allemandes en Normandie. L'assaut initial atteignit une surprise tactique complète. Des unités américaines, beaucoup d'entre elles inexpérimentées ou épuisées par des combats précédents, furent submergées. Dans certains secteurs, les forces allemandes avancèrent de 80 km dans les premiers jours. La surprise fut totale. Les renseignements alliés avaient échoué à détecter l'énorme concentration allemande. Les commandants, qui auraient dû être alertés de la possibilité d'une attaque, s'étaient convaincus que la guerre était presque gagnée. Le secteur des Ardennes était considéré comme une zone calme, un endroit pour reposer des divisions fatiguées et en entraîner de nouvelles. Certains soldats américains étaient si complaisants qu'ils l'appelaient le front fantôme. Les forces allemandes exploitèrent cette complaisance sans pitié. Des commandos spécialement entraînés, portant des uniformes américains, s'infiltrèrent derrière les lignes alliées pour semer la confusion. Ils changèrent les panneaux routiers, coupèrent les fils de communication, répandirent de fausses rumeurs. Les procédures de sécurité américaines s'effondrèrent dans le chaos, alors que les soldats essayaient de distinguer les vrais Américains des infiltrés allemands en posant des questions sur le baseball et les capitales des États. Un instant, il sembla que la vieille évaluation allemande pouvait être justifiée. Des unités américaines se brisèrent, des milliers se rendirent. La division la plus inexpérimentée, la 106e division d'infanterie, perdit 2 régiments entiers, plus de 7000 hommes, dans l'une des plus grandes redditions de masse de l'histoire militaire américaine. Mais ensuite, quelque chose se produisit. Quelque chose qui cristallisa tout ce que les soldats allemands avaient appris sur leur ennemi au cours des 2 années précédentes. Les forces américaines à la ville carrefour de Bastogne refusèrent de battre en retraite. Encerclés par des forces allemandes exigeant leur reddition, le brigadier général Anthony McAuliffe renvoya une réponse d'un seul mot, « Nuts ». Ce mot unique communiquait quelque chose que les Allemands avaient appris à comprendre par une expérience amère. Les Américains ne s'effondreraient pas, ils n'abandonneraient pas. Ils pouvaient être tués, mais on ne pouvait pas les faire arrêter de se battre. La défense de Bastogne devint légendaire. La ville se trouvait au carrefour de 7 routes, la rendant essentielle pour la logistique allemande. Sans Bastogne, l'offensive allemande ne pouvait être soutenue. Alors les Allemands exigèrent la reddition et les Américains refusèrent. À l'intérieur du périmètre, les conditions étaient désespérées. La 101e division aéroportée, qui avait été précipitée à Bastogne, était à court de munitions, de nourriture et de fournitures médicales. Des hommes blessés gisaient dans des hôpitaux de fortune sans soins adéquats. Le temps était brutal, avec des températures bien en dessous de zéro et une neige tombant constamment. Les forces allemandes encerclaient complètement la ville. Pourtant, les défenseurs tinrent bon. Quand des attaques allemandes testèrent le périmètre, les parachutistes américains les repoussèrent. Quand les munitions s'épuisèrent, les soldats récupérèrent sur les morts et utilisèrent des armes ennemies capturées. Quand le soutien d'artillerie semblait impossible, les observateurs avancés trouvèrent des moyens d'appeler des tirs de canon qui n'auraient pas dû pouvoir atteindre. La défense était ingénieuse, déterminée et absolument obstinée. Le 26 décembre, des éléments de la 3e armée du général George Patton percèrent jusqu'à Bastogne. La force de secours avait parcouru plus de 240 km dans des conditions hivernales, combattant la résistance allemande tout le long du chemin. Ce mouvement, exécuté en quelques jours seulement, fut considéré comme l'un des accomplissements les plus remarquables de la logistique et du leadership américain pendant toute la guerre. Au carrefour routier critique de Saint-Vith, les forces blindées américaines tinrent bon pendant 6 jours contre des chances écrasantes, gagnant du temps pour que les forces alliées organisent une réponse. De petites unités d'ingénieurs et d'infanterie retardèrent les pointes allemandes en défendant des carrefours qu'elles n'avaient aucun espoir réaliste de tenir. Des soldats brûlèrent ou déplacèrent des stocks d'essence critiques pour les empêcher de tomber entre les mains des chars allemands, désespérément à court de carburant. La vitesse et la précision avec lesquelles l'artillerie américaine répondit à l'offensive stupéfièrent les commandants allemands.
des unités qui avaient été en désordre 48 heures plus tôt délivraient soudainement des tirs coordonnés qui brisaient les formations allemandes. À la crête d'Elsenborn, dans le secteur nord de la Poche, les forces américaines massèrent près de 350 canons et créèrent ce que les soldats allemands décrivirent comme un mur d'acier. La 6e armée, SS Panzer, la formation d'élite de Hitler, se heurta littéralement à ce mur. Leur avance s'arrêta net. Quand le temps se dégagea le 23 décembre, la puissance aérienne américaine entra dans la bataille. L'impact fut dévastateur. Les chars, camions et troupes allemands, qui s'étaient déplacés librement sous la couverture nuageuse, furent soudainement exposés à des attaques incessantes. Les approvisionnements en carburant, déjà critiques, furent détruits sur les routes. L'offensive, qui dépendait de la vitesse et de l'élan, s'enraya. Les chasseurs bombardiers apparurent par vagues. Des P-47 transportant des bombes et des roquettes attaquèrent les colonnes de blindés allemands. Des transports C-47 larguèrent des fournitures à Bastogne, assiégées. Des bombardiers moyens frappèrent les dépôts de ravitaillement et les voies ferrées allemandes. Le ciel, qui avait protégé l'avance allemande pendant des jours, devenait maintenant leur ennemi. Les soldats allemands, qui avaient subi le poids complet de la puissance aérienne alliée en Normandie, reconnurent immédiatement ce que cela signifiait. La fenêtre d'opportunité se refermait. Sans carburant, les chars devenaient des cercueils d'acier. Sans munitions, l'artillerie se taisait. Sans ravitaillement, les hommes mouraient de faim et de froid. La pénurie de carburant devint critique. Les chars allemands, cœur de l'offensive, ne pouvaient pas bouger. Certains équipages drainèrent le carburant d'un véhicule pour permettre à un autre d'avancer. D'autres abandonnèrent leurs machines entièrement, incapables de les ravitailler. La 116 Panzer Division termina la bataille sans un seul char opérationnel parce qu'il n'y avait pas de carburant pour les faire fonctionner. À la mi-janvier 1945, la poche des Ardennes avait été éliminée. Les pertes allemandes dépassaient 100 000 tués, blessés ou disparus. Plus important encore, la Wehrmacht avait dépensé ses dernières réserves. Il n'y aurait plus d'offensive, plus de contre-attaque, seulement la retraite. Le coût humain fut stupéfiant des deux côtés. Les pertes américaines dépassèrent 80 000, dont plus de 19 000 tués. C'était la bataille la plus coûteuse de l'histoire américaine. Mais tandis que les pertes américaines pouvaient être remplacées, les pertes allemandes ne le pouvaient pas. Les hommes, les chars, le carburant, les munitions dépensées dans les Ardennes représentaient des ressources que l'Allemagne ne pourrait jamais récupérer. Le Premier ministre britannique Winston Churchill appela la bataille des Ardennes sans aucun doute la plus grande bataille américaine de la guerre. Les soldats allemands qui y survécurent en tirèrent une évaluation d'un autre genre. Ils avaient vu une armée qui pouvait absorber une attaque surprise dévastatrice, stabiliser ses lignes et contre-attaquer avec une force écrasante, le tout en l'espace de quelques semaines. Quand on demanda à un commandant blindé allemand ce qu'il pensait maintenant du soldat américain, sa réponse fut brève. « À quoi bon? J'ai une femme et des enfants. » La question contenait sa propre réponse. Face à un ennemi aux ressources illimitées, à la détermination sans bornes et à la capacité démontrée de se remettre de tout revers, la résistance continue était futile. Au printemps 1945, les soldats allemands se rendaient en nombre sans précédent. Plus de 317 000 furent capturés dans la seule poche de la Ruhr, 2 fois plus que ce que les renseignements américains avaient estimé. Beaucoup recherchèrent activement des unités américaines pour se rendre, préférant la captivité américaine à celle des soviétiques. La poche de la Ruhr fut le coup de grâce de la Wehrmacht à l'ouest. Les forces américaines et britanniques avaient encerclé le cœur industriel de l'Allemagne, piégeant près de 350 000 soldats de l'Axe. Jour après jour, des haut-parleurs américains diffusaient des appels à la reddition. Jour après jour, la poche rétrécissait alors que les unités allemandes manquaient de nourriture, de munitions et d'espoir. Les soldats allemands prirent leurs décisions basées sur ce qu'ils avaient appris sur leur ennemi. Ceux sur le front de l'Est savaient ce que signifiait la capture par les soviétiques. Les atrocités commises par les forces allemandes en Russie étaient remboursées avec intérêt. Mais la capture par les Américains était différente.
Le mot s'était répandu à travers la Wehrmacht que les Américains traitaient les prisonniers conformément à la Convention de Genève, qu'ils fournissaient de la nourriture et des soins médicaux, qu'ils n'exécutaient pas les soldats qui se rendaient. Cette connaissance façonna le comportement allemand alors que le Reich s'effondrait. Des unités se battirent désespérément pour s'échapper vers l'ouest afin de pouvoir se rendre aux Américains plutôt qu'aux Soviétiques. Des soldats jetèrent leurs armes et marchèrent vers les lignes américaines, les mains levées. Des officiers négocièrent des redditions pour des divisions entières. Le contraste avec le front de l'Est ne pouvait être plus frappant. Contre les Soviétiques, les soldats allemands se battaient avec le désespoir d'hommes qui savaient que la capture signifiait la mort ou le goulag. Contre les Américains, la reddition devenait un choix rationnel. Mieux valait passer la guerre dans un camp de prisonniers américains que de mourir dans une bataille sans espoir. Un soldat allemand, interrogé sur pourquoi il s'était rendu si facilement, donna une réponse qui capturait la vision transformée de l'ennemi américain. Les Allemands auraient dû penser à certaines de ces choses avant de commencer la guerre, en particulier avant d'attaquer les Russes. Mais quand on a le choix entre les captifs, j'étais heureux de me rendre aux Américains. En 2017, un Allemand nommé Günther Grave, alors âgé de 91 ans, enfourcha une bicyclette électrique pour se rendre à la base militaire conjointe Lewis McChord dans l'État de Washington. Il avait fait ce voyage pour dire merci. Grau avait été capturé en Normandie en août 1944, blessé par une grenade à l'âge de 18 ans. Il avait été transporté dans un camp de prisonniers de guerre situé à l'emplacement de l'actuelle base Lewis McChord. Ce qu'il y vécut défiait tout ce qu'on lui avait dit sur les Américains. Au lieu de brutalité, il trouva de la glace et du Coca-Cola. Au lieu de travail forcé et de famine, il trouva un travail payé 80 centimes par jour et une nourriture plus abondante que tout ce qui était disponible dans l'Allemagne en guerre. Il écrivit plus tard sur le fait de se tenir devant une boutique dans le camp de prisonniers, essayant de décider s'il devait acheter de la glace ou du coca, et réalisant soudain à quel point il avait été incroyablement chanceux d'avoir été capturé par les Américains plutôt que par les Russes. Grau n'était pas unique. À travers les États-Unis, les prisonniers de guerre allemands étaient détenus dans des camps que beaucoup se souvenaient comme la période la plus confortable de leur expérience de guerre. Ils travaillaient dans des fermes, ils apprenaient l'anglais, certains formèrent des amitiés avec des gardes américains et des civils locaux qui durèrent le reste de leur vie. Il y avait plus de 400 camps de prisonniers de guerre disséminés à travers les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, détenant près de 400 000 prisonniers allemands au pic. Les camps devinrent de petites communautés allemandes au cœur de l'Amérique. Les prisonniers produisaient des journaux en allemand. Ils organisaient des orchestres et des groupes de théâtre. Ils jouaient au football sur des terrains entourés de barbelés. Beaucoup d'agriculteurs américains en vinrent à dépendre de la main-d'œuvre des prisonniers allemands. Les prisonniers récoltaient les cultures, défrichèrent les terres et effectuaient le travail agricole que les hommes américains partis à la guerre ne pouvaient plus faire. Certains agriculteurs développèrent un respect authentique pour l'éthique de travail de leurs ouvriers allemands. Certains Allemands furent surpris de découvrir que la haine américaine qu'on leur avait fait attendre n'existait simplement pas. Le traitement n'était pas parfait. Les conditions variaient d'un camp à l'autre. Certains prisonniers firent face à de l'hostilité, certains subirent des abus. Mais comparé à ce que les prisonniers de guerre vécurent ailleurs dans le monde, y compris ce que les prisonniers détenus par l'Allemagne vécurent, les camps américains étaient remarquablement humains. La nourriture était abondante. Les prisonniers allemands mangeaient les mêmes rations que les soldats américains. Des soins médicaux étaient fournis. Le travail était souvent dur, mais pas punitif. Des programmes éducatifs étaient disponibles. Des services religieux étaient autorisés. Le contraste avec la famine, la brutalité et le meurtre qui caractérisaient les camps allemands pour prisonniers soviétiques était absolu. Certains prisonniers allemands prirent même du poids pendant leur captivité. Ce détail, trivial en soi, devint symbolique de l'approche américaine. Les Américains avaient des ressources à revendre. Ils pouvaient se permettre de bien traiter même leurs ennemis. Cette abondance était en elle-même une démonstration de puissance nationale qui impressionna les prisonniers allemands bien plus que toute propagande n'aurait pu le faire. Ce traitement créa une impression puissante qui persista longtemps après la guerre. Les vétérans allemands qui avaient combattu contre les Américains parlèrent souvent de leur ancien ennemi avec un respect
qui surprit les jeunes générations. Ils s'attendaient à des monstres et trouvèrent des êtres humains. Ils s'attendaient à de la barbarie et trouvèrent une étrange combinaison de violence écrasante au combat et de décennies véritables dans la victoire. Heinrich Severl, le mitrailleur d'Omaha Beach, survécut à la guerre. Il retourna à l'agriculture en Basse-Saxe et essaya d'oublier ce qu'il avait fait le 6 juin 1944. Mais les souvenirs ne le quittèrent pas. Pendant des années, Severl ne parla à personne de son expérience sur la plage. Il mena sa vie, se maria, éleva une famille, travailla la terre. Mais la nuit, les images revenaient, les péniches de débarquement, les soldats courant dans le ressac, les corps s'empilant sur le sable, le tir sans fin. En 1959, Severl tomba sur une série d'articles de magazines sur le jour J, écrits par le journaliste Paul Carrel. En lisant les récits, il remarqua quelque chose d'étrange. Aucun ne mentionnait le secteur de plage qu'il avait défendu. La position qu'il savait avoir infligé des pertes dévastatrices à l'assaut américain avait simplement été laissée hors de l'histoire. Severl contacta Carrel, qui le reconnut comme un témoin précieux. Grâce aux connexions du journaliste, Severl put contacter d'autres vétérans qui avaient défendu le même secteur. Ensemble, ils reconstituèrent ce qui s'était passé ce matin-là. En 1963, Severl retourna en Normandie pour la première fois. Il visita le cimetière américain, surplombant la plage où il avait tiré avec sa mitrailleuse. Il marcha parmi les croix blanches, marquant les tombes d'hommes qu'il avait peut-être tués, et il pleura. Le cimetière de Colville-sur-Mer contient les restes de plus de 9000 militaires américains, la plupart tués pendant l'invasion de Normandie. Les croix blanches et étoiles de David s'étendent sur des pelouses bien entretenues, surplombant les plages même où ils sont tombés. Pour Severl, marcher parmi ces tombes, c'était affronter le coût humain de ses actions d'une manière qui ne pouvait être évitée ou minimisée. Plus tard, grâce aux efforts d'historiens, Severl fut mis en contact avec un vétéran américain nommé David Silva, qui avait été blessé sur cette même plage. Les deux hommes se rencontrèrent en Normandie en 2004, 60 ans après la bataille. Ils s'embrassèrent. Ils pleurèrent ensemble. Ils passèrent 4 jours à filmer, revivant les événements qui les avaient réunis. Avant de se séparer, les deux hommes convinrent que ce serait leur dernier voyage en Normandie. C'était leur façon de s'assurer qu'ils ne se rencontreraient plus jamais dans cette vie. Severl mourut en 2006. Silva le suivit en 2010. La transformation dans la façon dont les soldats allemands voyaient les troupes américaines entre 1943 et 1945 fut profonde et complète. Elle passa du dédain au respect, à quelque chose approchant l'effroi. Au col de Kasserine, les vétérans allemands s'attendaient à une victoire rapide contre des amateurs mous. À la fin de la bataille des Ardennes, ils avaient appris que les forces américaines pouvaient absorber des revers catastrophiques et en ressortir plus fortes. Ils avaient vu une capacité industrielle qui pouvait fournir des remplacements sans fin d'hommes et de matériel. Ils avaient expérimenté une puissance d'artillerie et aérienne si écrasante que le courage individuel et la compétence tactique devenaient sans importance. Mais peut-être la leçon la plus importante que les soldats allemands tirèrent de leur expérience de combat contre les Américains fut aussi la plus surprenante. L'ennemi qu'on leur avait appris à mépriser comme faible et décadent s'avéra non seulement militairement redoutable, mais aussi, dans la victoire, remarquablement humain. Le feldmarschall Rommel, qui avait d'abord rencontré les forces américaines à Kasserine, en vint à incarner le changement de perspective allemand. Son dédain initial s'était transformé en un respect professionnel. L'ennemi qu'il avait d'abord espéré écraser en quelques semaines s'était au contraire amélioré sans relâche, avait appris de chaque défaite et n'avait jamais cessé d'avancer. En 2001, l'historienne allemande Sönke Neitzel découvrit une archive remarquable aux archives nationales britanniques. Cachées dans des fichiers récemment déclassifiés, se trouvaient des milliers de pages de transcriptions de conversations secrètement enregistrées entre prisonniers de guerre allemands. Ces hommes avaient parlé librement, croyant leurs conversations privées, révélant leurs vraies pensées sur la guerre, sur leur ennemi, sur ce qu'ils avaient vécu. La découverte fut extraordinaire. Pendant la guerre, les services de renseignement britanniques et américains avaient placé des microphones cachés dans les camps de prisonniers de guerre. L'intention était de recueillir des renseignements militaires, des informations sur les armes allemandes, les tactiques et les dispositions des troupes,
Mais les enregistrements capturèrent bien plus que cela. Ils capturèrent des soldats allemands se parlant entre eux comme seuls les soldats peuvent le faire, sans le filtre de la propagande ou le besoin de maintenir le moral. Neitzel trouva finalement des transcriptions supplémentaires aux Archives nationales de Washington, plus de 150 000 pages au total. Les enregistrements couvraient des soldats de toutes les branches de l'armée allemande, des simples soldats aux généraux, des captures précoces aux redditions tardives. Ensemble, ils fournirent une fenêtre sans précédent sur l'esprit du soldat allemand. Dans ces conversations apparemment privées, les soldats parlaient librement et ouvertement de leurs espoirs et de leurs peurs, de leurs préoccupations et de leur vie quotidienne, avec une banalité qui peut paraître choquante aux lecteurs modernes. Ils parlaient aussi des horreurs de la guerre, de la violence, de la mort et à plusieurs reprises de l'ennemi qu'ils affrontaient. Dans ces enregistrements, les soldats allemands discutèrent des Américains avec une franchise impossible dans les canaux officiels. Ils parlèrent de la puissance de feu écrasante à laquelle ils avaient fait face. Ils parlèrent de l'agressivité implacable américaine au combat et à plusieurs reprises, ils exprimèrent un respect à contre-cœur pour un ennemi qu'ils avaient espéré mépriser. Les enregistrements révélèrent que les soldats allemands respectaient généralement les Britanniques et les Américains, mais pas les Soviétiques. Ils parlèrent de l'abondance matérielle américaine avec un mélange d'envie et de désespoir. Ils discutèrent des tactiques américaines avec une analyse professionnelle, et ils reconnurent, par des mots qu'ils n'auraient jamais mis dans une lettre à la maison, que l'ennemi qu'on leur avait appris à sous-estimer était tout, sauf faible. Une conversation enregistrée captura l'évolution de la pensée allemande. Un vétéran expliqua à un nouveau prisonnier que les Américains n'étaient pas ce que la propagande avait promis. Ils n'étaient pas mous. Ils n'étaient pas lâches. Ils combinaient des ressources matérielles écrasantes avec une agressivité au combat qui prenait les forces allemandes au dépourvu. Les soldats professionnels de la Wehrmacht s'étaient attendus à des amateurs et avaient plutôt trouvé un ennemi qui apprenait plus vite, s'adaptait plus facilement et n'arrêtait jamais de pousser vers l'avant. L'expérience allemande des soldats américains pendant la Seconde Guerre mondiale offre une leçon qui s'étend au-delà de l'histoire militaire. C'est une leçon sur le danger de sous-estimer un ennemi basé sur des hypothèses culturelles. C'est une leçon sur l'écart entre la propagande et la réalité. Et c'est une leçon sur la rapidité avec laquelle un mépris confiant peut se transformer en un respect craintif lorsqu'il est confronté à des preuves qui contredisent des croyances chéries. La culture militaire allemande dans les années 1930 et 40 mettait un accent énorme sur la tradition guerrière. La Wehrmacht se voyait comme l'héritière de l'excellence militaire prussienne, des héritiers de Frédéric le Grand et des victoires de 1870 et 1914. Ils avaient été entraînés à croire que la prouesse militaire allemande était inégalée, que leur professionnalisme et leur discipline surmonteraient tout désavantage numérique. Les États-Unis, en revanche, semblaient l'opposé de tout ce que l'armée allemande valorisait. La société américaine était diverse et démocratique. Les traditions militaires américaines étaient courtes et, aux yeux allemands, peu impressionnantes. Les soldats américains étaient des civils en uniforme, pas des guerriers professionnels. L'hypothèse que de tels hommes ne pourraient jamais égaler les soldats allemands au combat semblait presque évidente. Cette hypothèse se révéla catastrophiquement erronée. Les Américains apprirent plus vite que les Allemands ne l'attendaient. Ils s'adaptèrent plus facilement. Ils absorbèrent des pertes qui auraient brisé d'autres armées et continuèrent à se battre. Ils apportèrent des ressources industrielles à une échelle qui faisait paraître les efforts allemands comme des industries artisanales. En 1945, la Wehrmacht avait appris à craindre l'ennemi qu'elle avait autrefois moqué. Non pas parce que les soldats américains étaient individuellement supérieurs, bien que beaucoup se soient prouvés d'excellents combattants, mais parce que le système américain, la combinaison des ressources, de la flexibilité, de l'agressivité et de la détermination, créait une force combattante qui ne pouvait être arrêtée. Les soldats allemands qui affrontèrent les Américains entre 1943 et 1945 apprirent cette leçon à la dure. Ils payèrent leur dédain initial de leur sang. À la fin, la Wehrmacht avait perdu près de 600 000 hommes comme prisonniers sur le seul front de l'Ouest, la plupart aux mains des forces américaines.
Quand les canons se turent enfin en mai 1945, plus d'1 million de soldats américains se tenaient sur le sol allemand. Ils avaient traversé un océan, percé le mur de l'Atlantique, combattu à travers les haies, les forêts et les montagnes de l'Europe occidentale et vaincu un ennemi qui avait conquis la majeure partie d'un continent. Le voyage de Kasserine à Berlin avait pris un peu plus de 2 ans. Durant ce temps, l'armée américaine s'était transformée d'une force inexpérimentée qui pouvait être mise en déroute par des unités allemandes vétéranes en un rouleau compresseur qui écrasait tout sur son passage. Les Allemands avaient vu cette transformation se produire, en avaient été les victimes et avaient appris de douloureuses leçons sur le danger de sous-estimer un ennemi. Le déséquilibre matériel à lui seul était stupéfiant. Les usines américaines produisirent près de 50 000 chars Sherman pendant la guerre, plus que la production totale de chars allemandes, tout type confondu. Les chantiers navals américains lancèrent plus de tonnage en un seul mois que les Allemands ne pouvaient en couler en 1 an. Les programmes d'entraînement américains produisaient des pilotes plus vite que la Luftwaffe ne pouvait les abattre. Les chiffres étaient simplement insurmontables. Mais les chiffres, à eux seuls, ne vainquirent pas l'Allemagne. Les Soviétiques avaient des nombres bien plus grands d'hommes et luttèrent encore pendant des années contre la Wehrmacht. Ce qui rendait les Américains différents, c'était la combinaison de l'abondance avec l'adaptabilité, des ressources avec la volonté d'apprendre, de la force écrasante avec la flexibilité tactique. Les soldats allemands remarquèrent toutes ces qualités. Ils remarquèrent que les unités américaines qui performaient mal un jour performaient mieux le lendemain. Ils remarquèrent que les solutions américaines aux problèmes tactiques se répandaient rapidement à travers l'armée. Ils remarquèrent que les commandants américains étaient prêts à essayer de nouvelles approches plutôt que de s'accrocher à des doctrines qui ne fonctionnaient pas. Cette flexibilité, plus que n'importe quelle arme ou tactique unique, rendit les Américains dangereux. Les soldats allemands qui furent témoins de cette transformation portèrent leurs souvenirs pour le reste de leur vie. Certains, comme Günther Graves, en vinrent à ressentir de la gratitude envers leur ancien ennemi. D'autres, comme Heinrich Severl, portèrent une culpabilité et une tristesse qui ne guérirent jamais complètement. Tous avaient été forcés d'abandonner les certitudes confortables de la propagande et de confronter une vérité inconfortable. Les Américains n'étaient pas ce qu'on leur avait dit. Ils étaient quelque chose de bien plus redoutable. Et au moment où les soldats allemands comprirent cela, il était bien trop tard. C'est la leçon qui émerge de l'expérience allemande des soldats américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Les perceptions formées dans l'ignorance ne peuvent persister que jusqu'à ce qu'elles entrent en collision avec la réalité. Et quand cette collision se produit, l'éveil est souvent brutal, définitif et irréversible. Les vétérans qui survécurent à cette collision, des deux côtés, passèrent le reste de leur vie à digérer ce qu'ils avaient vécu. Certains trouvèrent la réconciliation, comme Severl et Silva se rencontrant 60 ans après avoir essayé de se tuer. Certains trouvèrent la paix, comme Grave parcourant un océan à vélo pour dire merci. Certains ne se remirent à jamais, hantés par des souvenirs qu'aucune quantité de temps ne pouvait diminuer. Mais tous, Allemands et Américains, savaient quelque chose qui ne peut être appris que par l'expérience directe. Ils savaient ce que la guerre coûte vraiment. Ils savaient de quoi les hommes sont capables, le pire et le meilleur, et ils savaient que l'ennemi qu'on leur avait appris à haïr était, en fin de compte, fait de la même chair et du même sang, des mêmes espoirs et des mêmes peurs qu'eux-mêmes.